Bonjour à tous, je suis Nina Facio, la représentante en Europe du Solutions Tourism Network et j'enregistre aujourd'hui un atelier en ligne d'1 heure que vous pourrez consulter sur notre site internet afin de partager avec vous nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques en matière de journalisme de solutions. Alors je vais partager avec vous mon écran, ma présentation et c'est parti. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner quelques pistes. Je vais enlever ma... Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter et suivre le compte Twitter également du Solutions Tourism, où on partage aussi beaucoup de conseils et de bonnes pratiques. Alors, pour commencer, je propose souvent de passer à un test qui s'appelle le Gapminder Test, qui a été développé par des chercheurs suédois. Vous pouvez le trouver en ligne à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Ou tapez tout simplement sur Google Gapminder Test 2018. Vous pourrez le trouver en français. Et ça prend vraiment moins de 5 minutes. Il s'agit de 13 questions sur l'évolution et l'état du monde aujourd'hui, qui bouleverse un peu la perception justement de l'état du monde dans lequel on vit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui sont à l'origine de ce test l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte que les étudiants actuels avaient une perception du monde qui datait des années 50, enfin une vision complètement obsolète de l'état du monde, sur tous les grands sujets, accès à l'électricité, accès aux soins médicaux, accès à l'éducation, etc. Et que, en faisant passer ce test à des citoyens lambda, à des chimpanzés et à des journalistes, eh bien, c'est les journalistes qui s'en sortent le moins bien, c'est-à-dire qui ont le plus haut taux de mauvaises réponses. Alors, les chimpanzés, évidemment, ils choisissent au hasard, pure probabilité. Mais c'est assez alarmant de se rendre compte que les personnes qui sont censées rendre compte de l'état du monde dans lequel on vit, l'état de nos sociétés, sont celles qui en ont une vision plus déformée. Alors, je vous laisse passer ce test chez vous tranquillement. Dans la même veine, je vous laisse aussi voir les unes qui vont défiler ici, que j'ai regroupées. Et vous posez la question, est-ce que c'est pour couvrir exclusivement ces sujets que vous êtes devenu journaliste? Essayez de vous rappeler pourquoi vous êtes devenu journaliste. Alors, encore une fois, je voulais poser ici le problème de la perception qu'on donne de l'état de nos sociétés ou du monde à un instant T à notre audience, à nos lecteurs. Parce que si on prend séparément chacune de ces unes, évidemment, aucune ne pose problème. Tout ça sont des informations vérifiées qui ont besoin d'être diffusées au plus grand nombre. Mais si on les regroupe et qu'on montre que l'état du monde à un instant T, ça se résume à ça, bah c'est biaisé, c'est incomplet. Et c'est tout le constat auquel le journaliste de solution essaie de répondre, c'est de dire, évidemment, il faut parler des problèmes, il faut informer les gens sur les problèmes qui existent, mais ne faire que ça donne une vision incomplète et déformée de la réalité, parce que c'est occulter entièrement toutes les personnes qui essayent de répondre à ces problèmes. Alors, de la même façon, on peut avoir pendant plusieurs jours, semaines, mois parfois,
un sujet qui va prédominer dans les médias, comme au moment de la crise Ebola. Alors évidemment, c'est très important d'abord d'informer les gens sur le danger d'une épidémie comme Ebola, mais ensuite, il faut se demander une fois que le discours arrive à saturation, une fois que les personnes sont conscientes du danger et qu'un sentiment presque de panique, parce qu'on en rajoute tous les jours, se crée, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme information utile au public? Et surtout, là j'ai sélectionné 3 sujets en fait qui ont fait la une vraiment dans les médias et dont on n'a pas entendu parler une fois que le problème était résolu. Donc je vous le demande, est-ce que vous savez comment le virus Ebola a pu être stoppé? Et si au moment de l'épidémie, il y a eu des pays qui ont su mieux gérer la propagation du virus? Alors la réponse est oui, évidemment. Déjà, il y a un vaccin pour Ebola, donc ça n'empêche pas qu'il y ait une nouvelle épidémie en République démocratique du Congo, mais il y a un vaccin qui a été trouvé pour Ebola, c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. Et à l'époque de l'épidémie, le Nigeria par exemple, mais d'autres pays également, on avait réussi à contrôler le virus d'une manière plus rapide, plus efficace que ces pays voisins, par exemple. Alors, parce que le contexte était favorable, c'est-à-dire beaucoup d'argent des États-Unis sont arrivés très rapidement, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres pays. Mais il y a aussi une politique de communication sur les personnes qui avaient été contaminées, un programme d'identification par SMS très efficace. Donc il y avait aussi une réponse qui était intéressante à fouiller et dont on a très peu entendu parler à ce moment-là. Sur un autre sujet, en 2015-2016, on se souvient dans les médias qu'on parlait massivement de l'arrivée de migrants en Europe et notamment des 1,5 million de réfugiés qui sont arrivés en Allemagne entre 2015 et 2016. Donc souvent pour dénoncer ou relayer les personnes à qui l'arrivée de ces migrants faisait peur. Mais très peu de reportages ensuite ont été faits sur comment l'Allemagne a intégré 1,5 million de réfugiés en l'espace d'un an sans que le pays ne s'effondre. Voilà, là je donne 2 exemples de The Economist et du très bon programme radio de la BBC qui s'appelle My Perfect Country et qui fouille vraiment qu'est-ce qui a été mis en place pour intégrer ces réfugiés. Par exemple, on apprend que les enfants qui arrivaient sur le sol allemand, les autorités à l'époque se donnaient seulement 3 semaines pour les intégrer dans une école, qu'il y avait des programmes pour intégrer les réfugiés en fonction de leur métier d'origine, que tout était misé beaucoup sur l'apprentissage de la langue, etc. Donc on a vraiment des idées concrètes de ce qui a été mis en place pour répondre à ce gros défi. Sans idéaliser bien sûr les résultats, tout n'est pas parfait, mais en tout cas le pays ne s'est clairement pas effondré. Voilà, quelle réponse au mouvement MeToo? Ça fait un peu plus d'1 an que le mouvement MeToo a été lancé sur les réseaux sociaux. Voilà, quelles sont les réponses au harcèlement sexuel, aux problèmes de violence sexuelle? Il y en a partout dans le monde, mais elles sont très peu couvertes. Et à ce sujet-là, le Solutions Journalism Network a lancé un fonds il y a environ 2 mois pour permettre à des journalistes, enfin pour les soutenir dans la couverture des solutions au mouvement MeToo à travers notamment un support financier. Alors, qu'est-ce que le Solutions Journalism Network? Très bien, brièvement, donc c'est une organisation non-profit à l'américaine, donc une organisation soutenue par la philanthropie, par des fondations,
qui est basé à New York, qui a été créé en 2013 par 3 grands reporters. Tina Rosenberg, qui a gagné un prix Pulitzer, David Bornstein et Courtney Martin. Alors, Tina et David tiennent une rubrique solutions dans le New York Times qui s'appelle Fixes. Et en fait, ils ont créé le Solutions Journalism Network parce qu'ils se sont dit que dans la couverture médiatique des solutions, il n'y avait pas assez de concurrence sérieuse et d'outils méthodologiques assez efficaces pour faire en sorte que la couverture des solutions soit la plus rigoureuse possible. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, c'est une couverture médiatique, ou en tout cas, ça a été le cas au début, qui était considérée comme assez superficielle, ou alors qui se résumait à la couverture, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, mais qui n'était pas forcément assimilée à une enquête rigoureuse sur des réponses apportées aux problèmes de société. Et qui répondait pas toujours aux plus hauts standards journalistiques. Donc c'est ce qu'a voulu changer en créant des outils à diffuser auprès des journalistes, le Solution Journalism Network, en faisant en sorte que le journaliste de solution retrouve un peu les plus hauts standards journalistiques en matière de couverture des réponses apportées aux problèmes de société. D'ailleurs, je dis souvent que presque le journaliste de solution porte mal son nom, c'est parce que le terme de solution suggère qu'on ait trouvé la bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution pérenne, on ne sait pas comment une solution va évoluer. Par contre, il y a des réponses humaines à des problèmes et qui valent la peine d'être fouillées au même titre que n'importe quel autre sujet. Alors, comment on définit le journalisme de solution? Nous, on a défini 4 critères qui permettent de, quel que soit le format, court, long, quel que soit le médium, radio, vidéo, écrit, qui permettent d'équilibrer un peu les reportages sur des solutions et d'éviter de tomber justement dans cette couverture trop positive, trop superficielle qu'on veut à tout prix éviter. Donc les 4 critères, alors déjà, le premier, c'est que le journaliste de solution doit être une enquête sur une réponse à un problème et comment cette réponse fonctionne. Donc ça paraît assez évident, mais en fait, la narration dans le journaliste de solution doit vraiment se concentrer sur comment une réponse fonctionne, avec des détails concrets qui ne laissent pas le lecteur avec un sentiment d'abstrait, en fait, où il ne comprend pas bien comment la réponse fonctionne concrètement. Et surtout, la réponse doit être au cœur de la narration. Fournit des preuves de résultats en s'intéressant non pas juste aux intentions d'une réponse, mais à son efficacité. Alors, les preuves peuvent être des données quantitatives ou qualitatives, c'est-à-dire des témoignages, par exemple, de personnes concernées par cette solution. Et si les données, si vous vous rendez compte au cours de votre enquête que la solution est un échec, ça peut être une bonne histoire de solution quand même. Le journalisme de solution ne s'intéresse pas qu'au succès, à partir du moment où on peut en tirer des leçons. Le journaliste de solution apporte aussi des éclairages qui peuvent aider les autres à faire de même, c'est-à-dire que l'analyse de la solution et les détails de sa mise en œuvre doivent être suffisamment bien expliqués pour que une personne qui est confrontée au même problème puisse décider ou non de répliquer cette solution, au moins de se demander si ce serait applicable à son propre contexte. Et enfin, mais surtout, met en avant les limites ou faiblesses de cette réponse, parce que c'est souvent là que le bas blesse en journaliste de solution. On parle très peu des limites, mais c'est très important, ça rend le reportage crédible et ça permet d'éviter de tomber dans le public reportage ou l'information trop positive.
Pour expliquer ce qu'est le journaliste de solution, on trouve souvent utile d'expliquer ce qu'il n'est pas. Donc, on a identifié quelques imposteurs aux journalistes de solution. Ça ne veut pas dire que c'est des contenus qui sont à bannir de nos médias, mais simplement, c'est des contenus qui sont souvent assimilés à du journalistes de solution et on pense que ça ne devrait pas être le cas. Donc, pas de culte du héros, hein, c'est un peu une solution de facilité. Parce que c'est vrai qu'on a envie de mettre des personnages au sein d'une histoire pour la porter, mais c'est simplifier des réponses qui sont souvent complexes, des programmes qui sont portés par des armées d'anonymes. Et donc, sur votre droite, vous avez un exemple qui, d'après le titre, a l'air d'être une histoire de culte du héros, où vraiment on a une personne qui est mise en avant. Mais en fait, ça se résume vraiment qu'au titre et ensuite on a une longue enquête sur comment cet homme qui a survécu à Ebola et qui a mis en place un programme pour éviter sa contagion, a pu avoir des résultats efficaces, mais justement parce qu'il a été très bien entouré, qu'il y avait une armée de personnes prêtes à l'aider. Voilà, et on a vraiment des détails sur la mise en œuvre concrète. Pas de remède miracle, alors on voit ça souvent, surtout avec l'avènement des applications et des smartphones. Voilà, une application qui va résoudre le changement climatique ou un concept un peu clé mais très abstrait. L'éducation va sortir les enfants roms de toute forme d'exclusion. Voilà, c'est des idées un petit peu abstraites ou des choses qui sont présentées comme des remèdes miracles, mais qui évidemment ne suffisent pas à résoudre un problème qui est souvent complexe. Donc voilà, faire une analyse équilibrée sur, avec évidemment les limites et les résultats obtenus. Pas de promotion, c'est-à-dire pas se focaliser sur une initiative en particulier qui a l'air sympathique pour tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la chaussure de l'oncle Tom, mais c'est une marque en fait, quand on achète une paire de chaussures, il y en a une qui est distribuée gratuitement dans les pays du Sud. C'est une initiative qui est souvent présentée de manière ultra positive et qui ont nommé complètement le fait que en faisant ça, on met en péril le marché de la chaussure dans les pays où elle s'est distribuée gratuitement. Donc voilà, vraiment faire un bilan des avantages et des inconvénients pour chaque initiative qu'on décide de fouiller. Pas une théorie, le journalisme d'opinion et les articles de think tank sont là pour ça. Nous, en journalisme de solution, on veut s'intéresser à quelque chose qui est déjà en mise en œuvre, qui a déjà montré des résultats, et pas quelque chose qui est encore complètement théorique. Pas une conclusion positive, alors ça c'est un peu pour revenir sur les contenus où en fait on explore le problème à fond et ensuite on a soit une petite colonne sur le côté en disant oui mais vous pouvez aussi regarder, il y a quelques initiatives qui existent pour y répondre, ou alors une petite conclusion à la fin pour dire oui bon c'est vrai que le problème est très grave mais il y a tel programme qui existe, voilà donc c'est ce que je voulais dire par le premier critère que j'ai mentionné, c'est que la réponse apportée au problème doit être au cœur de la narration et pas relayée à la fin de l'article. Ça permet de mieux enquêter et de mieux en évaluer les résultats et les limites. Alors, pas un plaidoyer, on n'est pas là pour faire du lobby, on n'est pas là pour suggérer au lecteur s'il doit prendre
parti pour une solution plutôt qu'une autre, ne pas lui suggérer de faire un don à une organisation plutôt qu'une autre, le laisser faire sa propre conclusion. Voilà, ça c'est les bases évidemment du tout bon journalisme, mais c'est important de le rappeler. On est vraiment là pour enquêter, peser pour et contre, et on laisse ensuite les gens décider de ce qu'il faut en penser. Pas de nouvelles attendrissantes, ça c'est ce qu'on voit, on assimile souvent le journalisme de solution au journalisme de bonnes nouvelles. C'est en gros des nouvelles qui font du bien, qui sont souvent gardées pour le dimanche soir au moment de Noël, ou alors aux 20h à la fin du journal quand on a énuméré toutes les mauvaises nouvelles. Voilà, on n'est pas là pour parler des bonnes nouvelles ou diffuser des informations qui font que les gens se sentent bien. C'est un vrai travail d'enquête qu'on essaye de mener. Alors, pourquoi faire du journalisme de solution? Je vais donner quelques exemples concrets de réalisation, mais c'est vrai qu'on a tendance à opposer journalisme de solution et journalisme d'investigation. Au sein du réseau Solution Journalism Network, on pense au contraire, les deux sont très liés. Si on pense à des exemples d'investigation réussie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une enquête qui a été publiée et qui a eu un impact sur le problème, c'est-à-dire un impact politique, des décisions ont été prises, il y a eu une prise de conscience, voilà, la situation évolue grâce à un travail d'investigation. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment s'arrêter au rôle de chien de garde, de lanceur d'alerte, du journaliste, qui est évidemment primordial. Mais nous, on pense qu'il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dénoncé le problème, que la prise de conscience face à ce problème est là, il faudrait aussi montrer quelles sont les potentielles réponses à apporter à ce problème et passer ainsi de chien de garde à ce qu'on appelle chien guide. Donc, si on prend par exemple le scandale des abattoirs dont on avait beaucoup entendu parler dans les médias à un moment, l'idée c'est d'abord dénoncer le problème et ensuite de s'intéresser à qui fait mieux ailleurs, quelles sont les réponses qu'on pourrait apporter, parce qu'en fait on s'est rendu compte que ça pouvait aussi accentuer la pression sur les décideurs politiques, de montrer des modèles qui marchent et de dire s'il y a des réponses qui fonctionnent ailleurs et qui sont expérimentées, pourquoi est-ce que nous, ici, dans notre pays, dans notre communauté, on ne fait rien? Donc un exemple que j'aime tout particulièrement sur une investigation de solutions réussies, c'est un projet qui s'appelle Toxic Neglect, qui était porté par le Cleveland Plain Dealer aux États-Unis. Dans la communauté de Cleveland, c'est un journal local. Et en fait, comme dans de nombreuses villes aux États-Unis, ils avaient un problème de contamination par le plomb qui est présent dans les peintures des maisons qui ont été construites dans les années 70. Et voilà, c'est un problème qui était connu de tous, qui revenait régulièrement dans les journaux. En gros, on en entendait parler à chaque fois qu'il y avait une nouvelle contamination, un nouveau problème de santé. Ça concerne surtout les enfants. Et ensuite, on n'entendait plus parler jusqu'à la prochaine contamination. C'est un peu comme l'exemple des fusillades aux États-Unis. On pourrait en fait prendre changer juste le nom des victimes et leur nombre, le nom de la ville où la fusillade a eu lieu, le nom de la personne responsable de cette fusillade, on raconte un peu toujours la même chose. Et si on s'intéresse aux réponses qui sont apportées à ces problèmes, ça permet aussi de changer la narration et de fournir des informations qui jusque-là étaient tues. Donc ce qu'a fait le Cleveland Plain Dealer, c'est qu'ils ont d'abord rappelé l'état des lieux, donc ils ont d'abord recartographié
à quel point la ville de Cleveland était contaminée par la peinture au plomb, concernée par la peinture au plomb. Et ensuite, ils ont regardé quelles réponses avaient été apportées dans des villes avec un contexte similaire, un problème similaire. Et ils les ont comparées. Donc, ils ont comparé les mesures qui avaient été prises dans des villes qui avaient amélioré la situation avec les mesures qui avaient été prises à Cleveland, non prises. Et ça les a conduits à Rochester, qui est en fait une ville au contexte très similaire, qui avait réussi en 5 ans à faire baisser de 80% la contamination par le plomb. Et donc, ils ont décidé de faire une très longue enquête, je crois une dizaine de pages, sur comment Rochester avait fait, qu'est-ce qui avait été mis en place, combien ça avait coûté, qu'est-ce que Cleveland pouvait répliquer ou ne pas répliquer parce que le contexte était différent. Voilà. Et l'impact que ça a eu, c'est que 4 hauts fonctionnaires ont été limogés. L'équipe d'inspection sur la contamination au plomb dans les logements est passée de 3 à 7 personnes. La ville a élaboré un programme d'inspection des maisons susceptibles d'être contaminées. L'État a menacé le maire de sanctions s'il ne faisait rien pour améliorer les choses et a publié la liste des logements contaminés. Donc, c'est ce que je voulais dire en soulignant que le journalisme de solution, lorsque c'est vraiment bien fait, peut avoir le même impact, notamment politique, qu'un bon article d'investigation. Un autre exemple qui est en fait le premier partenariat du Solution Journalism Network avec une rédaction en 2013, c'était le Seattle Times, qui voulait en fait lancer une expérimentation, un projet éditorial d'1 an à la base sur quelles sont les alternatives à tous nos problèmes liés à l'éducation publique dans l'État de Washington. Et dès le départ, ils ont décidé pour bien identifier quels étaient les problèmes qui concernaient le plus leurs lecteurs, ils ont décidé d'impliquer ces lecteurs, leur communauté de lecteurs, dans le processus éditorial. Donc, ils ont d'abord fait un atelier d'une journée à l'Université de Washington avec 35 experts ou personnes concernées de près par le problème. Ensuite, ils ont organisé un débat public avec 200 personnes, tout ça pour bien identifier où est-ce que ça pêchait. Un groupe Facebook a été dédié et une conversation en direct sur le site était disponible. Tout ça, ça leur a permis vraiment d'identifier à la fois des solutions qui étaient peut-être anonymes, des programmes qui étaient mis en œuvre dans les écoles mais dont personne n'était au courant, et aussi de bien comprendre quelle était la base du problème ou des problèmes. Et le succès de ces pages Education Lab a été tel qu'ils ont signé donc, au début pour 1 an, puis 3 ans, et maintenant ils sont dans leur 5e année. Donc ça marche toujours. Les retours en termes d'audience ont été que 62% des lecteurs du Seattle Times ont affirmé que l'article a changé ma façon de penser sur le sujet. 50% des parents et 84% des éducateurs ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de parler à leur entourage du projet Education Lab. Il y a eu plus 102% de pages vues, plus 180% de temps passé sur la page. Ça, c'est une constante qu'on remarque pour les rédactions qui font de journalisme de solutions, c'est que les gens passent plus de temps sur la page. Il y a eu plus de 130% de partage sur les réseaux sociaux, plus 64% de retour sur les pages Education Lab, et plus de la moitié des lecteurs désignaient ensuite le Seattle Times comme la référence sur les questions d'éducation. Et ils ont gagné
un sponsor, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Donc, Alaska Airlines exclusivement pour les pages d'Education Lab. Un autre exemple, c'est The Poverty Puzzle, qui a été aussi une couverture qui a duré 1 an. Il y a eu 9 histoires publiées dans la ville de Chattanooga par le Chattanooga Times Free Press. En fait, c'est une des villes des États-Unis avec un taux d'inégalité le plus élevé. Une personne sur 4 reste dans une grande pauvreté toute sa vie. Et en fait, ils se sont dit comment on peut sortir de ce discours-là où on présente notre ville comme une des plus pauvres et inégalitaires des États-Unis et comment on peut traiter ce sujet sous un angle solution. Donc, il y a eu voilà, 9 histoires publiées et ça a été nominé pour un prix Pulitzer en 2017. Pareil, le temps passé sur la page a augmenté de 300%. Alors, une chose qu'on commence à constater aussi, c'est que le journaliste de solution peut être porteur de revenus. Donc, je vais donner 2 exemples très rapidement, mais il y en a plus, que vous pouvez retrouver notamment sur notre blog. Je vous montrerai les liens à la fin. Donc, le Richland Source, c'est un journal local aux États-Unis qui faisait déjà du très bon journalisme de solution, mais qui s'est demandé s'il pouvait le vendre et en tirer des revenus. Et donc, ils ont développé une offre, non pas de sponsoring, mais de partenariat, en s'adressant à des entreprises qui n'annonçaient pas déjà dans le journal. Et ils ont proposé en fait de soutenir exclusivement le contenu orienté solution et ils ont réussi très rapidement à collecter 70 000 dollars. Après le cas français de Nice Matin qui est quand même très connu, en 2014, Nice Matin était au bord de la faillite. Les journalistes ont lancé une campagne de crowdfunding pour tenter de sauver la rédaction, une campagne qui a très bien marché. Et pour remercier les lecteurs, les personnes qui avaient contribué à cette campagne, les nouveaux financeurs du journal, ils ont voulu lancer une offre de souscription en ligne et ils ont demandé aux lecteurs qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans les pages digitales de Nice Matin. Et les gens ont répondu des solutions. Et c'est une offre qui marcherait bien, donc sur abonnement, qui existe depuis 2015, 2 ans et demi, je pense, 3 ans maintenant, et qui a vu son nombre d'abonnements multiplié par 5 en 2 ans. Voilà, donc un exemple d'offre d'abonnement basé uniquement sur les solutions qui marche très bien. Alors pourquoi ça marche? Ben, on a plusieurs recherches qui ont montré que effectivement trop de négativité dans les informations menait à un sentiment d'apathie qui donne envie en fait aux personnes de décrocher de l'information, c'est-à-dire que quand se sentent vraiment impuissants par rapport à un problème, mais ils ont plutôt tendance à arrêter de s'informer. Et ainsi, la moitié des personnes qui évitent les informations le font parce que c'est trop négatif. À l'inverse, on s'est rendu compte que quand l'audience a conscience que quelque chose peut être fait par rapport à un problème, elle est plus réceptive et attentive à l'information et a même tendance à partager davantage le contenu qui comporte une solution. Alors, quelques conseils rapides sur comment faire du journalisme de solution. Alors, vous pouvez d'abord entendre parler d'une solution et ensuite remonter au problème, ou alors décider de vous attaquer à un problème sous
avec un angle de solution. Dans tous les cas, il est vraiment très important de non seulement identifier, mais de préciser le plus étroitement possible quel est le problème de base. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous adresser au réchauffement climatique, vous allez devoir vous concentrer sur un des aspects du réchauffement climatique, et plus cet aspect sera précis et étroit, plus ce sera facile pour vous ensuite d'identifier une solution et de faire un reportage qui soit le plus équilibré, le plus crédible possible. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'on peut faire du journalisme de solution sur tous les sujets? Je pense que oui, tous les sujets sont propices à ce journalisme de solution, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour parler des solutions qui est sûrement plus pertinent qu'un autre moment. Donc pour ça, on a réalisé ce schéma qui peut aider un petit peu quand on se demande est-ce que le public peut être réceptif, est-ce que c'est le bon moment? Alors, se poser la question, y a-t-il un manque de conscience globale du problème? Parce que si les gens ne sont pas suffisamment conscients qu'il y a un problème, donc dénoncer le problème et enquêter dessus est sans doute préférable. S'il y a une conscience du problème, est-ce qu'il y a une indignation suffisante face au problème? Et surtout une conscience que des solutions potentielles existent. Si oui, alors le journalisme de solution est tout approprié. Après, bien sûr, c'est au juger en fonction du contexte. Par exemple, suite à un événement dramatique comme un attentat, une catastrophe naturelle, la charge émotionnelle dans les jours qui suivent est tellement forte que c'est clairement pas le bon moment pour brandir des solutions. Mais par contre, après coup, quand on rentre dans une phase d'analyse, que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour éviter que ça se reproduise, là c'est le bon moment et les gens sont plus réceptifs. Ensuite, commencer à chercher des candidats pour des histoires de solutions. Alors, de tous les journalistes pratiquant le journalisme de solutions avec qui j'ai pu discuter, ils m'ont tous dit que le plus difficile, c'était d'identifier les bonnes solutions, c'est-à-dire des solutions qui paraissent viables, qui sont un peu inédites. Voilà, donc comment les trouver? La première chose à garder en tête, et c'est très libérateur, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Alors c'est libérateur parce que ça peut vous autoriser à vous intéresser à des solutions qui ont des limites, mais dont on peut quand même apprendre beaucoup. Mais c'est aussi hyper important de le garder en tête pour ne pas peut-être s'emballer pour une solution à un moment et aboutir, enfin, finir avec un article qui encense une solution et se rendre compte quelques mois plus tard qu'en fait, elle n'était pas parfaite. Alors, la première question à se poser, c'est face à un même problème, qui fait mieux? Qui fait mieux que ma communauté, que ma ville, que mon pays? Et donc, à l'échelle européenne, c'est particulièrement pertinent de se dire est-ce que l'Italie a mieux répondu à la piétonisation de ses villes, par exemple, que la France? Ça, c'est vraiment quelque chose une question qui va vous aider systématiquement à aller vers une solution un peu plus légitime qu'une autre qui vous paraissait juste tout simplement plutôt sympa. Alors, vous trouvez les solutions. Alors, vous pouvez commencer par lire rapidement sans forcément vous farcir une dizaine de livres, mais vous pouvez parcourir les publications académiques et littéraires pour identifier au moins des pistes qui vont vous être ensuite validées ou non par des experts que vous pouvez appeler rapidement. Ça ne prend pas trop de temps, mais ça vous permet de voir très rapidement si vous faites fausse route. Peut-être que vous aurez identifié une solution et que l'expert va vous dire
attends, j'ai encore mieux, ou alors non, cette solution ne marche pas, c'est de la poudre aux yeux, etc. Les bases de données, évidemment, vont vous aider à identifier un lieu où il y a une transformation, où il y a une initiative qui marche. Surtout au niveau européen, c'est intéressant de regarder si vous vous intéressez par exemple à quels sont les endroits où on a le moins recours à la césarienne, par exemple, et vous allez voir que peut-être en Europe, il y a un pays qui fait particulièrement bien sur ce sujet, peut-être qu'il se passe quelque chose. Les personnes impliquées, évidemment, qui mettent en œuvre la solution. Les réseaux d'innovateurs et les réseaux sociaux sont des bons endroits pour glaner un peu des informations sur des initiatives. Je pense à des réseaux comme Make Sense, Ashoka, voilà, qui vont être en fait porteurs d'initiatives dont on n'entend pas toujours parler. Le gouvernement et les rapports officiels, notamment pour la publication de ces données dont on parlait. Les fondations, alors c'est toujours intéressant de faire parler un porteur quelqu'un qui finance un programme sur une question précise, par exemple le sida, mais c'est un programme qui ne finance pas. C'est-à-dire qu'il va être expert sur les questions du sida, mais par contre, il n'essaiera pas de vous vendre le programme qu'il finance. Donc, il interviendra vraiment en tant qu'expert. Ensuite, évidemment, votre propre expérience. Il est probable que si vous rencontrez un problème dans votre communauté, dans votre vie de tous les jours, d'autres personnes le rencontrent également et peut-être que certaines ont réussi à y répondre. Et le Solution Story Tracker, donc que je voudrais vous montrer pour montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, le Solution Story Tracker, c'est une base de données réalisée par le Solution Tourism Network qui réunit donc là plus de 5471 histoires sur des solutions et qui répondent à nos 4 critères que je vous ai mentionnés au début. Et vous pouvez faire une recherche par type de problème, par type de solution, par type de médium, par longueur, si vous cherchez des vidéos de moins de 3 minutes, plus de 5 minutes, ou des articles de plus ou moins 800 mots, par localisation géographique. Aussi, vous pouvez voilà, regarder seulement les réponses en Europe sur un problème donné. Alors, on va plutôt faire une recherche par la carte. Donc, si on s'intéresse par exemple à la pollution de l'air, air pollution. Alors, pour l'instant, c'est une base de données qui n'existe qu'en anglais. Mais on travaille à l'internationaliser, c'est juste un casse-tête technique. Donc, vous pouvez soumettre des histoires que vous auriez lues ou écrites sur des solutions qui sont dans d'autres langues, mais pour l'instant, les résultats ne s'affichent qu'en anglais. Donc, vous faites une recherche par type de problème, par exemple, la pollution de l'air. Là, vous avez tous les résultats de recherche et vous pouvez regarder si vous cherchez ce qui a été fait déjà sur des solutions, j'en sais rien, moi, au Royaume-Uni, vous voyez que voilà, on a l'histoire ici. Et en fait, en cliquant dessus, vous pouvez directement accéder à l'article. Je n'étais pas du tout au Royaume-Uni, j'étais en Scandinavie, autant pour moi. Voilà. Donc, c'est vrai que face à un problème, si vous n'avez pas vraiment d'idées concrètes sur où chercher, ça peut vous donner pas mal d'inspiration de regarder ce qui a déjà été produit.
Voilà, je vais revenir à ma présentation. Comment éviter le plaidoyer? C'est vrai que ou l'information trop positive, le public reportage, quelques conseils, élargir le contexte, ça c'est vrai pour toute bonne forme de journalisme, mais c'est très important de le rappeler. N'en faites pas trop, c'est-à-dire que limite une fois que vous avez écrit ou produit votre histoire de solution, relisez-la, re-regardez-la et enlevez tout le vocabulaire trop positif, comme formidable, génial, inspirant, miraculeux, qui se rapportera à la solution. C'est rien à faire et ça aide beaucoup à apporter plus de crédibilité à votre histoire. Avoir recours aux données, à des preuves de résultats solides, rapporter les limites, je l'ai déjà dit, trouver un ou plusieurs points de vue contraires et rester prudent avec les histoires avec succès. Parce qu'une fois que vous allez être identifié comme journaliste de solution, on va se précipiter pour vous parler de toutes ces formidables initiatives qui existent et à vous de rester vigilant. Alors, je disais ne pas tomber dans le culte du héros tout à l'heure, ça ne veut pas dire que le journaliste de solution ne comporte pas de personnages. Mais voilà, on essaye de ne pas les encenser. Donc comment? En montrant déjà ce qu'ils font et non pas souhaitent faire. C'est encore une fois concrètement qu'est-ce qu'ils mettent en place et non pas leurs intentions. Montrez-les en train de faire pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe et qui influe sur un changement notable. Laissez le lecteur se faire leur propre opinion d'eux. Peut-être que vous les aurez trouvés vraiment sympathiques et formidables, mais c'est pas la peine de le partager. Révélez leurs défis, ça les rendra plus crédibles. Ne pas avoir peur des détails peu glorieux. Peut-être qu'ils ont bénéficié d'un financement, ils étaient au bon endroit au bon moment, peut-être que voilà, ils avaient des avantages que d'autres n'ont pas eu. Peut-être qu'ils ont fait face à 5 échecs avant de réussir. Tout ça, c'est des détails qui ont leur importance. Que les personnes que vous allez interviewer n'ont pas toujours envie de partager, mais en fait, en leur expliquant que ça va les rendre plus crédibles et que les lecteurs seront moins méfiants à la lecture de l'article, finalement, généralement, ça finit par passer. Et puis chercher les personnages invraisemblables sur des programmes qui paraissent satisfaire tout le monde. Je pense par exemple à un changement de rythme de travail dans un hôpital où les clients paraissent satisfaits, les infirmiers, les docteurs, tout le monde est content. Peut-être qu'aller parler à la femme de ménage, vous allez vous rendre compte que ça a un impact sur le fonctionnement global de l'hôpital qui n'est pas négligeable. Voilà, ne pas hésiter à aller parler à des personnes qui vous sembleraient pas forcément évidentes d'interviewer au premier abord. Voir qu'est-ce qui marche exactement. Donc, sur la question de la surpopulation carcérale, par exemple, intéressez-vous, posez-vous la question, dans la solution que vous avez décidé de couvrir, qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce qu'on a un taux d'incarcération plus bas que la moyenne en général? Est-ce qu'on a un taux d'incarcération plus bas que la moyenne pour une tranche de la population en particulier? Est-ce qu'on a une réduction drastique et soudaine du taux d'incarcération? Un coût moins élevé par prisonnier, etc., etc. Donc vraiment, vous demandez qu'est-ce qui marche. C'est au même type que vous allez essayer d'identifier un problème le plus étroit possible, essayez de vous demander ce qui fonctionne et comment vous le savez. Voilà, pour résumer, en choisissant votre sujet, attention, la solution abordée n'a pas besoin d'être la solution, elle peut même résoudre un problème seulement en partie. Fournir des preuves d'un quelconque succès, faire part des limites et rester concentré sur le comment. C'est vraiment ce qui va être le fil rouge de votre narration, c'est d'essayer de répondre à la question comment on en est arrivé d'un problème à la résolution de ce problème. Presque comme une enquête d'un détective privé. Alors, les questions incontournables à se poser,
je les rappelle, et j'en ai déjà cité quelques-unes. Qui fait mieux face à un même problème? Première question. Comment la réponse fonctionne-t-elle? Prenez le temps des interviews, encore une fois, allez chercher les personnages invraisemblables, essayez de poser des questions que vous ne poseriez pas en temps habituel. Quels aspects du problème ne sont pas couverts par la réponse? D'où sort cette idée de, dès le départ? Est-ce répliqué ailleurs et avec quel résultat? Parce que si c'est répliqué ailleurs, ça peut être un facteur de succès. Qu'en disent les experts? Qu'en disent les détracteurs? Quels chiffres importent pour en mesurer les effets? De quelle façon est-ce que cette réponse réussit? De quelle façon est-ce qu'elle échoue? Et comment on le sait? Comment on a obtenu cette information? Et quels sont les freins à ce qu'elle soit répliquée? Voilà, donc là, je vais vous donner quelques formats possibles pour la réalisation des enquêtes sur des solutions. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, il y a des formats qui sont encore à créer, mais ça peut aussi vous donner un petit peu d'inspiration en fonction de votre sujet. Alors, comme je le disais, si ça vous tient à cœur vraiment de parler d'une solution, comme là par exemple, c'est un programme allemand sur les mineurs en prison, mais que vous avez l'impression que le problème de départ n'est pas particulièrement présent dans les médias, que les gens n'ont pas forcément conscience, bah, vous pouvez décider d'opter pour une série. Donc vous allez d'abord faire peut-être, je sais pas moi, un, deux, trois articles sur le problème et ensuite finir par un article où là c'est programme radio en l'occurrence sur une solution. À l'inverse, ça peut être la trame d'une enquête d'investigation. Donc cet exemple-là est vraiment intéressant. En fait, comment le journaliste de solution peut vous aider en fait à dénoncer le problème, mais par le biais d'une réponse. Là, c'est Tina Rosenberg, donc l'une des cofondatrices du Solution Tourism Network, qui souhaitait faire une enquête parce qu'elle s'était rendue compte que dans les pays où le taux de sida était le plus élevé, les pays d'Afrique où le taux de sida était le plus élevé, c'était les pays où le traitement coûtait le plus cher. Et donc, elle voulait dénoncer ça à travers une enquête. Et son rédacteur en chef lui a dit, c'est beaucoup trop triste, je ne peux pas faire ça à mes lecteurs. Et donc, elle est revenue avec l'idée d'enquêter sur le Brésil, qui avait exactement le même problème, c'est-à-dire un fort taux de contamination au sida et qui avait réussi à combattre en fait les laboratoires pharmaceutiques pour les obliger à baisser le coût du traitement. Et donc, en dénonçant, en mettant en avant une bonne pratique, elle a pu mieux dénoncer ce qui se passait en Afrique. Comme je le disais au tout début, vous pouvez vous rendre compte que la réponse que vous fouillez est un échec, mais à partir du moment où c'est constructif, où ça fait avancer le débat et ça permet de ne pas répliquer les mêmes erreurs, c'est intéressant. Peut-être autorisez-vous juste quand vous faites une enquête sur une solution qui est un échec, autorisez-vous à évoquer des solutions qui ont été apportées ailleurs et qui ont obtenu de meilleurs résultats. Par exemple, privatisation de l'école, pourquoi c'est un échec en Suède et est-ce que ailleurs il y a eu d'autres réponses apportées qui ont permis d'améliorer la situation. En bref, alors souvent on me dit oui, le journalisme de solution, ça a l'air de se prêter beaucoup mieux sur des longs formats. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où on décide d'enquêter, le long format est préférable. Après, sur des questions, des problèmes qui n'ont même plus besoin d'être expliqués, comme Ebola, où on peut se permettre
de zapper un peu l'explication de quel est le problème et tout de suite s'intéresser à la solution, mais c'est possible d'envisager des très courts formats, comme ici. Alors, ça peut être aussi un comparatif, comment, face à une même situation, un pays a échoué ou un pays a réussi. Donc là, j'avais pris l'exemple de la Suède et l'Allemagne pendant la crise des migrants. C'est très intéressant, notamment à l'échelle d'une ville, comment face à un même problème, une ville a réussi à répondre efficacement et l'autre moins bien ou différemment. Alors, comme je disais, on ne fait pas de journalisme théorique, mais par contre, on peut s'intéresser à une idée qui est assez nouvelle, qui est encore en cours d'expérimentation, à partir du moment où on est vraiment honnête sur les risques encourus, les points qui suscitent encore beaucoup de questions. Voilà, c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle, mais on peut s'intéresser à des projets qui fournissent encore peu de preuves de résultats à partir du moment où on est clair avec le lecteur. Alors la déviance positive, bah, c'est l'exemple que je vous donnais sur la contamination par le plomb tout à l'heure avec la ville de Rochester. C'est identifier un lieu où il y a une évolution vraiment positive et marquante et de se poser la question, mais est-ce qu'il se passe quelque chose et si oui, qu'est-ce qui se passe et comment ça a été mis en place? Alors la déviance positive, ça peut être toutes sortes de données qui vont vous aider à les identifier. Ça peut être un classement, quelle ville a le taux d'homicide le plus bas, une évolution, quelle région a réussi à lutter le plus efficacement contre l'abstention, une pratique, quel hôpital offre le meilleur délai d'intervention, une communauté qui lutte efficacement contre l'obésité chez les jeunes, par coût, qui a réduit significativement les frais dentaires, ou par disparité, quelle école, ville offre le moins de disparité entre les résultats scolaires de ses élèves, quelles que soient leurs origines. Voilà pour les conseils que j'avais à vous donner. Alors, sur le réseau, très rapidement, pour que vous sachiez quelles ressources sont disponibles en ligne. Donc, nous, on fait des partenariats avec les rédactions, c'est-à-dire que comme pour le Seattle Times, sur un sujet précis ou à la demande des rédactions, on organise des ateliers, souvent qui durent dans un premier temps une demi-journée sur les bases du journalisme de solution et ensuite, à la demande, peut-être un accompagnement un peu plus poussé, des débriefs individuels sur des sujets précis. Voilà, on accompagne vraiment les rédactions et on fait ça gratuitement sur des projets précis. On a une plateforme d'apprentissage que je vais vous montrer tout de suite après. Et on travaille aussi beaucoup au renforcement de la communauté, c'est-à-dire au partage d'expériences. Essayer de tirer le maximum d'expériences des journalistes qui ont déjà fait du journalisme de solution et qui peuvent aider d'autres journalistes qui vont peut-être enquêter sur le même sujet à les aiguiller, trouver des idées, des façons de faire, peut-être des erreurs à pas reproduire. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air concrètement. Donc déjà, on a ce qu'on appelle le Learning Lab, c'est en fait des ressources qu'on a mis en ligne à disposition de tous. C'est gratuit, il faut juste vous enregistrer sur le site et ensuite vous avez accès. On a des guides en ligne qui sont soit par thème, c'est-à-dire comment faire du journalisme de solution sur les questions de santé, comment faire du journalisme de solution sur les questions d'éducation, de violence. On a un guide à l'intention des formateurs et des professeurs dans les écoles de journalisme qui voudraient sensibiliser leurs élèves au journalisme de solution. Comment engager sa communauté de lecteurs autour du journalisme de solution, comment mener à bien un projet collaboratif. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a eu
de gros succès aux États-Unis sur en fait, des opérations où des médias, des rédactions collaborent sur des sujets précis. Par exemple, à Philadelphie, le problème de l'inégalité. Et pendant un an, 15 rédactions travaillent ensemble à apporter une couverture médiatique partagée, donc il y a plus d'impact sous un angle solution. Quelles sont les solutions aux inégalités, par exemple. Voilà, et alors tout ça c'est en anglais, et pour l'instant on a le guide de base, qui est un cours de 2 heures en ligne, et que vous pouvez suivre. Alors je ne sais pas pourquoi j'arrive, je vais essayer de vous montrer. Voilà, Select Language. Donc en français, vous pouvez voilà, faire un petit cours en ligne de 2 heures avec des exercices, des exemples. Ça vous renvoie à tout un tas de partages d'expériences, d'articles, etc. Voilà pour notre plateforme d'apprentissage. Après, on a un blog sur Medium où on a des études de cas, d'expériences vraiment réussies ou inspirantes de rédaction qui ont fait du journalisme de solutions. On partage toutes les recherches que j'ai pu évoquer pendant ce petit atelier. On interviewe régulièrement des journalistes qui font du journalisme de solutions, on leur demande comment ils font, est-ce qu'ils ont des conseils à partager. Et moi, j'ai une petite rubrique en français où je donne quelques conseils, comment ne pas tomber dans le culte du héros, quelles sont les idées reçues sur le journalisme de solutions, les questions plus intelligentes à se poser, etc. etc. Voilà. Et donc, pour avoir accès à tout ça, il suffit de rejoindre notre hub. Donc, en fait, comme je vous disais, c'est en accès libre. Vous enregistrez. Vous allez recevoir une newsletter en français qui est trimestrielle, où je vous dirai quels sont les événements auxquels nous participons, quels sont les articles que j'ai repérés qui me paraissaient vraiment très intéressants sous un angle solution, quels sont les prochains ateliers que je donne en live où vous pouvez venir me rencontrer, et vous pouvez aussi soumettre vos articles orientés solutions que vous auriez lus ou écrits une fois que vous avez rejoint le hub. Voilà, vous pouvez soumettre votre histoire pour qu'elle soit dans notre base de données. Donc ça, c'est la newsletter que j'envoie tous les 3 mois, juste pour vous montrer. Et on a également un groupe Facebook, voilà. Un groupe Facebook Solutions Journalism Network en français, où vous pouvez poser des questions. Si vous êtes au cœur d'une enquête, vous ne savez plus comment faire, vous êtes bloqué, vous pouvez poser une question. Je partage quelques bonnes pratiques. Les gens voilà, partagent ce qu'ils trouvent sur Internet et qui peuvent vous être utiles. Si vous avez des besoins plus spécifiques ou vous voulez organiser un atelier au sein de votre rédaction, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que vous allez pouvoir explorer au maximum toutes les ressources qu'on a mis à votre disposition. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage pour vos enquêtes sur des solutions. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.